Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Je suis ravi d'être, si je puis dire, de retour. Ce que je vais vous dire tout de suite, c'est un film que je n'ai pas revu depuis une éternité, que je voulais absolument revoir dans le cadre du travail que je mène sur Danay, mais que je n'arrivais pas à me convaincre à revoir tout seul chez moi, tellement c'est un film unique et extraordinaire. Il me semblait que ça n'était pas convenable. Donc, merci d'offrir cette possibilité, et je suis content de voir que nous sommes assez nombreux ce soir, pour voir dans les conditions qui sont les bonnes, ce film dont on peut dire, je pense sans exagération du tout, qu'il est unique dans l'histoire du cinéma. Alors, il est unique de manière, disons, objective, parce que c'est le seul film qu'a réalisé cet acteur extraordinaire, ce monstre sacré du cinéma, si on veut, qui est l'acteur Charles Laughton. La Nuit du Chasseur, c'est un film qui sort en 1956, qui est donc réalisé par Charles Laughton, avec Robert Mitchum, tout le monde connaît Love and Hate sur les mains, et qui est écrit par une personnalité sans doute un peu moins connue quand même, voire beaucoup moins connue, hélas, en France qu'aux États-Unis, qui est James Agee. James Agee, c'est quelqu'un qui a été critique de cinéma, un très grand critique de cinéma, une partie seulement de ses écrits ont été traduits en français, qui a écrit un très grand livre, un livre extrêmement célèbre, qui est un reportage qui accompagne des photos du photographe Walker Evans, qui s'appelle « Louons maintenant les grands hommes, let us now praise great men », quelque chose comme ça, peu importe, et qui donc est le scénariste de ce film. Bon, et ce film, je vais évidemment rien vous dire sur le film lui-même, mais juste par rapport à notre perspective à nous, qui est celle de Serge Danay, il est unique aussi dans la trajectoire qui est celle de Danay. Le film sort en France en 1956, et c'est un film à côté duquel passe peut-être pas toute la critique, mais en tout cas la tradition critique, la famille critique à laquelle s'apprête à appartenir Danay, parce qu'à l'époque, il a 12 ans. Aussi bien François Truffaut, qui quand même était un critique absolument génial, François Truffaut, le premier, passe à côté du film. Lui consacre quelques lignes pour dire que voilà, c'est le genre de cinéma poétique, un petit peu qui fait des effets, qui en fait un peu trop. André Labarthe écrit dans les cahiers un article plus positif, mais ce film, en tout cas au moment de sa sortie, n'est pas reconnu à ce qui ensuite apparaîtra comme sa juste valeur. Bon, c'est quand même un film qui est repéré, si je puis dire. Je m'aperçois déjà que je suis un peu long, mais je vais accélérer. Lorsqu'en 1980, les Cahiers du cinéma offrent un numéro spécial sous la direction de Marguerite Duras, qui deviendra ensuite un livre qui est très connu, qui s'appelle Les Yeux Verts, elle consacre, en d'autres textes, plusieurs pages de La Nuit du Chasseur, pour dire à quel point ce film est important pour elle. Mais pour Danay, il va se passer quelque chose, et c'est entre autres choses ce dont on parlera tout à l'heure, et c'est très intéressant parce que c'est le genre d'événement qui, pour nous, aujourd'hui, est à peu près inconcevable, c'est que ce film, La Nuit du Chasseur, est diffusé à la télévision, rediffusé, mais diffusé à la télévision, en 1987, dans le cadre du ciné-club ou du cinéma de minuit, je crois que c'est le cinéma de minuit, peu importe, dans le cadre d'un cycle consacré à l'enfance au cinéma. Et il vient clore ce cycle, et il fait suite, c'est le dernier film du cycle, l'avant-dernier film étant Les Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang. Et Danay revoit ce film à ce moment-là, en 87, et à partir de ce moment-là, ce film va devenir pour lui le plus important. Ce film dont il dira, à propos duquel il aura cette formule assez facile mais assez belle, il dira « c'est le plus beau film américain du monde ». Voilà. Ce dont je voudrais qu'on parle tout à l'heure, on échangera évidemment sur nos impressions du film, mais je voudrais essayer de vous expliquer comment ce film est devenu tardivement, pour Danay, l'un des films les plus importants, au point, et on l'entendra le dire tout à l'heure, au point de remplacer, il le dit vraiment comme ça, au point de remplacer ce qui pour lui a longtemps été et pour toute la cinéphilie, l'espèce de trésor justement irremplaçable, qui est justement les Contrebandiers de Moonfleet de Fritz Lang. Voilà. Lillian Gish, Shelley Winters, Robert Mitchum, et très bonne projection à vous, merci. En tout cas, moi, pour commencer, je ne vous dirai pas que j'ai été déçu par cette revision, parce que ça n'est pas le cas. Au contraire, le film m'a paru encore plus beau que dans mon souvenir, qui était quand même assez lointain. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence peut-être par
Je vais vous lire il y a une petite chose que je voudrais vous relire et puis une chose que je voudrais qu'on entende. Donc on va plutôt partir de ce qui a intéressé, même beaucoup plus qu'intéressé Danet dans ce film, et puis après peut-être on essaiera de parler davantage du film directement et de discuter ensemble. Donc ce film, il date de 1956, c'est l'unique film réalisé par Charles Laughton, et comme je vous disais juste avant qu'on le voit, c'est un film qui, à partir d'un certain moment, dans l'itinéraire de ce très grand critique de cinéma qui est Serge Danet, est devenu un des quelques films qui, pour lui, d'une certaine façon, résumait tout le cinéma. Je pense que je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il l'a vu pour la première fois. En revanche, je sais que quand il le revoit au début du printemps 1987, dans ce cycle autour de l'enfance au cinéma, du cinéma de minuit, c'est vraiment pour lui un choc. Alors on est déjà dans la dernière, on est dans l'avant-dernière, dans la dernière phase de sa vie. Il meurt en 1992, et entre le moment donc où il le revoit et sa mort, c'est un film dont il ne va cesser de parler. Souvent, les gens qui s'intéressent au cinéma, ils fonctionnent comme ça par obsession. Il y a des films qui se mettent à cristalliser quelque chose et qu'on a envie de ressortir à tout bout de champ. Alors c'était un peu le cas d'un film qui n'a rien à voir avec La Nuit du Chasseur, sauf qu'il a été proposé aussi dans ce programme qui est L'Homme de marbre d'Andrzej Wajda. C'est des films comme ça qui accompagnent, quoi. Bon, sur La Nuit du Chasseur, Danet n'a jamais vraiment écrit. Il a écrit un petit article qui tient en une vingtaine de lignes pour un dictionnaire du cinéma, mais en revanche, il va y revenir sans cesse. Et le moment que je voudrais qu'on écoute, il m'intéresse d'autant plus, même si je vous avoue, j'ai hésité un instant, mais il m'intéresse d'autant plus qu'il est un peu paradoxal, parce qu'on est en 1990, et Danet est invité à prendre la parole sur France Culture dans le cadre d'une émission qui s'appelait Les Mardis du cinéma. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, où il y avait des émissions comme ça qui duraient 1 heure, un peu plus d'1 heure, et où on recueillait des témoignages sur des films particulièrement importants de l'histoire du cinéma. Voilà. Et là, c'est un mardi du cinéma autour du film de Fritz Lang que j'ai cité tout à l'heure, film extrêmement célèbre aussi, qui est, je crois, est juste antérieur d'1 an à La Nuit du Chasseur, et qui s'appelle Les Contrebandiers de Moonfleet, en anglais tout simplement Moonfleet, et qui est un film qui est un des quelques films, disons, chéris de la cinéphilie, et qui est aussi un film au centre duquel il y a un petit garçon. Là, c'est vrai qu'il y a 2 enfants, mais le petit garçon, il est peut-être un peu plus en avant. Bon. Et j'aime beaucoup ce moment parce que Danet, il fait partie de ceux qui ont toujours porté Moonfleet extrêmement haut. Ils l'ont porté d'autant plus haut que dans Moonfleet, d'ailleurs je crois qu'on l'entend dans l'extrait, il y a une célèbre formule, c'est « l'exercice a été profitable, monsieur », parce que c'est l'histoire d'un petit garçon, ça se passe en Angleterre, au XVIIIe siècle, je crois, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se trouve qui passe sous la coupe d'un bandit, interprété par Stewart Granger, et on comprend progressivement que ce bandit, en fait, est son vrai père, mais... Pardon pour ceux qui n'ont pas vu le film, et on ne nous le dit que très tardivement. Et c'est une histoire très belle parce que c'est un bandit, donc c'est quelqu'un de pas très fréquentable, et en même temps cet homme va vraiment protéger cet enfant et faire son éducation et lui apprendre beaucoup de choses. Et ce petit garçon qui doit avoir une dizaine d'années, à chaque fois qu'il apprend quelque chose, à la fin de la scène, il lui dit « l'exercice a été profitable, monsieur ». Alors, j'ai conscience de vous dire beaucoup de choses dans tous les sens, mais bon, au début des années 80, Danet voulait faire un livre sur l'enfant au cinéma, qu'il ne fera pas, et il voulait lui donner ce titre, « L'exercice a été profitable, monsieur ». Mais plus tard, après sa mort, lorsqu'on publie les notes qu'il a laissées sur son ordinateur, c'est ce titre qui va être choisi, et évidemment à sa place, puisqu'il est mort, « L'exercice a été profitable, monsieur ». Donc, en 1990, je crois que c'est en janvier, peu importe, Danet répond aux questions de Noël Simsolo, qui organise cette émission, et qui lui demande « Ah là là, pour vous, dans votre cinéphilie, question qu'on pose toujours, c'est quoi l'importance pour vous de ce film, Les Contrebandiers de Moonfleet ?» Vous savez, c'est un film qui est très très souvent cité, etc., etc. Et voici, alors il intervient à plusieurs reprises, mais on va écouter, ça dure à peu près 3 minutes, la réponse qu'il donne, où il est question de Moonfleet, évidemment, mais vous allez voir, un peu quand même aussi, parce qu'il ne faut pas pousser le paradoxe trop loin, de ce film quand même totalement génial, il faut le dire une fois pour toutes, qu'on vient de voir et qui est La Nuit du Chasseur.
donc 1990. Moi, Moonfleet, c'était d'abord un film qui est sorti un peu en catimini, dont les cahiers du cinéma disaient le plus grand bien. Douchet avait fait un article très impressionnant, mais c'était très pieux, c'est-à-dire c'était les cahiers disent du bien des films américains de Fritz Lang. Donc on est pour les cahiers, donc on va les voir et on est plutôt des bons élèves. Et puis, mais c'était pas ce film-là particulièrement, c'était aussi bien Le tombeau hindou, Invraisemblable vérité, enfin tous les films tardifs de Lang qui étaient mal vus par la critique officielle. Et puis c'est très très graduellement, moi, que Moonfleet est devenu un objet un peu à part. Et je crois que c'est... Un ovni. Un ovni, voilà. C'est un film qui est petit à petit devenu... on l'a enlevé à la période américaine de Lang, on l'a enlevé même à l'œuvre de Fritz Lang en général, on l'a même un peu enlevé au cinéma américain. On l'a enlevé à la MGM. On l'a enlevé à la MGM. Alors que... Les acteurs qui ont joué dans ce film n'ont pas fait des carrières extraordinaires par ailleurs, à part Sanders. Donc il y a une sorte de... Oui, mais il y a une sorte d'adéquation une seule fois. Le petit garçon, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, donc il y a quelque chose d'ovnique. Simplement, si j'étais complètement honnête, je dirais que moi maintenant, j'ai trouvé le film qui va encore plus loin que Moonfleet, c'est la Nuit du chasseur. Et je dis ces films-là parce que y a des enfants dans les deux films, il y a des petits garçons, et je crois que l'essence même de notre cinéphilie des années 50, 60, 70 était plus ou moins sublimée, quand même assez homosexuelle, et que non, c'est très important, puisque le petit garçon de Moonfleet, c'est un des plus beaux petits personnages de quelqu'un qui devient prématurément une grande personne et qui garde en même temps une sorte de fraîcheur d'enfant. Le film est beaucoup moins démoniaque, compliqué, génial, disons, que La Nuit du chasseur. Il est plus pur, enfin il est plus innocent en un sens. Et c'est important d'avoir effectivement comme une sorte de trésor commun ce film qui n'est pas du tout un film pervers, qui est un film très très moral comme toutes les choses faites par Lang à l'époque, mais où il y a ce personnage qui dit cette phrase extraordinaire qu'on a tous en tête, qui est « L'exercice a été profitable, monsieur ». La leçon a été profitable. La leçon a été profitable. Qui est peut-être dans la bouche de cet enfant quelque chose qui pourrait résumer ce que tu appelais notre cinéphilie, c'est-à-dire il y a finalement 3-4 choses qui restent un peu ovniques, un peu sentimentales, un peu mystérieuses, qui peuvent très bien redevenir obscures ou être de nouveau peu connues, ou au contraire devenir absolument mythologiques, on ne sait pas, mais pour nous c'est un peu le petit garçon qui parle d'égal à égal avec le bon bandit, et qui dit « La leçon a été profitable, monsieur ». Il y a aussi un autre thème, là aussi, qui est très personnel. Je pense que la cinéphilie, ça consistait à adopter une famille de remplacement qui était celle des grands cinéastes et des films, et de se faire adopter par elle. Le film raconte un enfant qui veut être kidnappé. Quel enfant n'a pas voulu être kidnappé ? Bon, voilà. Quel enfant n'a pas voulu être kidnappé ? Bon, alors, moi j'ai très envie qu'on discute vraiment du film ensemble, mais je voudrais quand même... dessiner un peu le parcours là autour de l'année et du film. Donc je vais accélérer un petit peu pour qu'on ait vraiment du temps. Bon, donc là vous avez entendu, il est quand même davantage question des contrebandes des Moonfleet que de La Nuit du chasseur, mais il est quand même question de La Nuit du chasseur. Et on entend quand il dit, on comprend qu'à la limite il préférerait parler de La Nuit du chasseur parce qu'il est à ce moment où La Nuit du chasseur pour lui est en train de prendre la place, a pris la place qui était longtemps occupée par les contrebandiers de Moonfleet. Bon, alors il faut rappeler 2 ou 3 choses. Pour Danet, il faut rappeler 2 ou 3 choses qui sont à la fois très connues et pas si bien connues, je crois. Et puis ensuite, je vais vous lire ce qu'il a écrit, ça nous ramènera au film. Pour Danet, le cinéma est profondément lié à l'enfance. C'est quelqu'un qui a souvent dit cette phrase un peu facile, qui est « le cinéma, c'est l'enfance ». Mais je crois qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut pas du tout dire, contrairement à ce que moi j'ai pu croire pendant longtemps, ça ne veut pas du tout dire qu'il a adoré le cinéma dès qu'il était enfant. C'est quelqu'un qui raconte au contraire il s'est vraiment intéressé au cinéma vers l'âge de 15-16 ans, donc quand on est plutôt adolescent, plus vraiment enfant. Bon. Alors pourquoi dit-il que le cinéma est l'enfance ? Parce qu'il pense que le cinéma, c'est ce qui permet aux gens qui sont, dirons-nous, pour l'état civil devenus des adultes, de garder un rapport avec l'enfant qu'ils ont été ou de redevenir enfant. C'est ça, le cinéma, c'est l'enfance. C'est que le cinéma entretient quelque chose de l'enfant en nous. Bon. Et ce qu'il veut dire aussi par là, c'est qu'est-ce que c'est que l'enfant en nous ? Alors c'est difficile d'en parler sans être un peu démagogue ou dire des choses un peu sentimentales, mais que je crois qu'une des choses que veut dire Danet par là, c'est qu'il y a un rapport profond entre le cinéma et l'enfance, parce que
ce qui définit, selon lui, l'enfance, c'est la curiosité. Je dis des choses un peu générales, c'est, disons, une sorte d'ouverture au monde, et que pour lui, en tout cas, pendant longtemps, parce qu'à un moment, il considère que ça n'est plus le cas, le cinéma a été précisément cela. Le cinéma a été constitué de films que les uns et les autres allaient voir simplement, j'en ai déjà parlé ici, parce qu'ils avaient envie de passer un bon moment un soir, et ils étaient attirés, il y avait de la lumière, ils voyaient un western, et tout à coup, ils faisaient une rencontre qui n'était pas préméditée. C'est pour ça qu'il y a chez Danet une opposition absolument forte, dont je ne parlerai pas ici trop longuement, entre le cinéma, c'est l'enfance, et l'idée de l'art adulte. À partir du moment où le cinéma s'intéresse ou s'adresse plutôt à des adultes, c'est-à-dire à des gens qui ne répondent pas à la curiosité pour des choses qu'ils ne connaissent pas, mais qui répondent à des goûts qui sont déjà constitués, et qui vont voir un film parce que ça parle de personnages qui leur sont proches et qui savent que ces personnages leur sont proches, à ce moment-là, cette enfance n'existe plus, le cinéma devient adulte, et il devient peut-être ce que pendant longtemps il n'était pas, ou en tout cas pas directement, pas délibérément, pas de façon ostentatoire, il devient un art. Bon. Mot en l'occurrence qu'il faut entendre négativement, c'est-à-dire il devient quelque chose d'institué. Voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant, bon, déjà je voulais rappeler ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire que, à un moment, dans la vie de Danet, La Nuit du Chasseur remplace Les Contrebandiers de Moulflic? Qu'est-ce qui va faire que ce film-ci, les deux films étant quasiment contemporains, qu'est-ce qui va faire que ce film-ci vient prendre la place d'un film qui, lui, satisfaisait, si je puis dire, à tous les critères que je viens de dénoncer brièvement. C'est-à-dire, l'idée de l'enfant qui découvre, en l'occurrence c'est aussi ce que raconte le film, l'enfant découvre un monde qu'il ne connaît pas, le monde des bandits. Les films américains réalisés par ce grand cinéaste allemand qui est Fritz Lang sont à l'époque très déconsidérés, et peu de gens, les cahiers du cinéma oui, mais très peu de gens défendent les films américains de Fritz Lang. Donc on n'est pas du tout dans cette condition d'un art d'emblée reconnu comme art, on est au contraire dans cette position dans cette situation de gens qui vont voir un truc un peu divertissant, et puis certains vont dire vous avez vu un divertissement, mais en même temps nous on va vous montrer que ce divertissement est un art. Donc à la limite il n'y a aucune nécessité à trouver un film de remplacement pour Les Contrebandiers de Moulflic. Il joue parfaitement ce rôle qui permet de dire et de redire le cinéma c'est l'enfance, et pourtant c'est La Nuit du Chasseur qui va prendre sa place, parce qu'à la fin des années 80, Danet est obnubilé par cette idée d'un art adulte. Il est obnubilé, à juste titre, par l'idée que le cinéma a perdu son innocence, par l'idée que le cinéma est devenu un art reconnu comme tel, c'est-à-dire avec des références, avec un rapport avec son histoire, avec une espèce de réflexivité, avec une affirmation d'art, et que, dire que le cinéma c'est l'enfance, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et il va trouver, dans La Nuit du Chasseur, qui est un film qu'on peut dire assez facilement très artistique, si vous voulez, très esthétique, très fort, très affirmé, il va trouver la réconciliation, en tout cas c'est comme ça que je le vois moi, entre ces deux pôles qui pour lui pendant longtemps étaient inconciliables, à savoir l'enfance, qui est vraiment au centre du film. Alors il n'y a pas de kidnapping dans le film, je pourrais aussi parler longuement. Il n'y a pas de kidnapping, mais enfin, il y a la menace du kidnapping qui est sans cesse là. Donc ce scénario dont il dit que pour lui il est essentiel, il est quand même là quelque part. Donc il y a l'enfance, il y a ce qui fait la fin absolument magnifique du film. Ils endurent, et voilà le caractère, disons, j'allais dire résilient, c'est beaucoup plus fort que ça, d'endurance de l'enfance. Et puis d'un autre côté, on a un film d'art. Quasiment. C'est vraiment un film d'art. Ce qui est très intéressant, et là je vais vous le dire, c'est que ce type de cinéma-là, type de cinéma, je l'ai un peu dit, je l'ai dit même, ce type de cinéma qui est un cinéma d'art, qui est un cinéma par certains côtés expérimental, est précisément, en tout cas, et par bien des aspects, le type même de cinéma que des gens comme Danet et que les gens des cahiers du cinéma n'aimaient pas. Si vous voulez, je considère qu'il y a une chose très très logique et profondément, je pense, cohérente et belle dans le fait que Danet, et peut-être nous aussi d'une certaine façon, est attaché une telle importance à ce film de manière rétrospective. C'est rétrospectivement qu'on s'aperçoit
qu'au milieu des années 50, on faisait déjà des films qui étaient des films qui se donnaient d'emblée comme des œuvres d'art. Si Danel avait découvert à l'époque, je pense que comme François Truffaut, auquel il le reproche, sans doute ce film-ci, il serait passé à côté. Moi, ça m'a beaucoup frappé ce soir. C'est quand même un film dans lequel il y a un type de stylisation, d'abstraction, de dessin, avec ces magnifiques plans. Il y a un plan absolument magnifique dans la chambre, par exemple. Vous savez que quand elle est couchée et qu'il lui dit « t'as fini de prier ?» et qu'il va bientôt lever la main et que tout à coup la caméra se recule d'une manière absolument pas réaliste, comme si la chambre était devenue soudain 4 à 5 fois plus grande. Donc je pense que ça n'est que rétrospectivement qu'il était possible pour Serge Danet, et peut-être pour d'autres, de voir dans ce film la réconciliation entre, disons, le cinéma devenu art adulte et le cinéma resté art de l'enfance. Alors, je vais vous lire ce qu'il écrit, et sans doute, ce qui n'est pas très très difficile, il va le dire beaucoup mieux que je n'ai essayé de le dire. Donc c'est autre chose qui, moi, évidemment, m'intéresse énormément. Danet a parlé à plusieurs reprises de ce film, dans l'émission qu'on a écoutée, dans d'autres émissions. Lorsque, très peu de temps avant sa mort, il est interrogé sur les films qu'il préfère. Il dit « Ah bah en ce moment, dans les films que je préfère, il y a La Nuit du Chasseur, mais vous savez, ça change tout le temps. » Lorsqu'il fait un film qui est resté assez célèbre avec Elias Sambar, qui s'appelle Conversation Nord-Sud. Vous savez, Elias Sambar, c'est celui qui a été pendant un temps le représentant de... Comment on dit, le représentant de l'autorité palestinienne, je crois. Et il se retrouve à un café et chacun apporte des images. L'idée, c'est qu'ils ne viennent pas de la même culture, par définition. Danet, c'est un petit parigot, c'est comme ça qu'il se définit, né à Bastille. Elias Sambar, il est palestinien. Et ils apportent des images. Ils apportent des images qui racontent leur vie, mais aussi leur inscription dans l'histoire. Bon, bah évidemment, Sambar apporte des images de la Palestine, apporte des images de 1948, de la Nakba, d'autres choses. Danet apporte quelques images de sa famille. Et puis, dans un passage qui n'a pas été gardé au montage par la cinéaste, qui est une cinéaste tout à fait intéressante, qui s'appelle Simone Bitton, il était venu avec une image de La Nuit du Chasseur. Il dit à Sambar, je ne voulais pas venir avec une image de film, mais quand même, j'en ai apporté une, et c'est La Nuit du Chasseur. C'est vous dire à quel point ce film est important pour lui. Et donc, à peu près au même moment, j'en avais parlé parce que au moment de L'Homme sans marbre, L'Homme de marbre, parce que c'est le même cas de figure, il collabore, ce qui m'a toujours étonné, un des premiers dictionnaires du cinéma, et il rédige un certain nombre de notices. C'est étonnant parce que pour un critique de sa stature, rédiger des notices de 15 lignes pour un dictionnaire du cinéma dirigé par Bernard Rapp, c'est pas le grand prestigieux. Mais je suppose que pour lui, ça lui permettait quand même de combler quelques lacunes. Ça lui permettait d'écrire des petits textes sur des films qui étaient devenus importants au fil du temps et sur lesquels il n'avait pas eu l'occasion d'écrire. Ou sur lesquels il avait envie d'exprimer une sorte de repentir. C'était le cas de L'Homme de marbre. Ici, La Nuit du Chasseur, c'est différent. Donc, c'est des petites... Alors, les notices auxquelles il participe, lui, elles sont un peu plus développées que les autres. Vous savez comment ça fonctionne avec Sérieux Cinéma. Il y a plein de films qui font l'objet de 3-4 lignes. Et puis, il y a, toutes les 5-6 pages, il y a des films un peu plus importants. Donc, lui, il écrit quand même sur des films un peu plus importants. Il écrit, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, sur Les Contrebandiers de Moonfleet, sur Paris, Texas, sur L'Homme de marbre, sur Les Contes de l'Une vague après la pluie, sur un film de Boris Barnett, sur La Grande Bouffe de Ferreri, et donc sur La Nuit du Chasseur. Chaque notice est construite de la même manière, il y a un résumé du film, et puis ensuite il y a un commentaire critique, et ce que je vais vous lire, enfin, c'est le commentaire critique qui a été titré, je ne sais pas si c'est de lui, « Tout le cinéma en un film ». La Nuit du Chasseur est l'un des films les plus étranges et les plus beaux du cinéma américain. Le mot qui revient le plus souvent à son propos est « aérolite ». En effet, il reste l'œuvre unique de l'acteur Charles Laughton, qui, fort du feu vert du producteur Paul Gregory, fit le film à son idée et sans tenir compte des canons du récit hollywoodien. Film hors norme, La Nuit du Chasseur traverse tous les genres, mais ne se plie à aucun en particulier. En faisant confiance à Stanley Cortez pour l'aspect visuel du film. Stanley Cortez, c'est le directeur de la photographie. Et si je ne m'abuse, il a aussi travaillé, je ne pense pas que c'est lui qui a fait La Lumière de Monsieur Arcadin, mais il a travaillé, je ne dis pas de bêtises, Jean-Paul, il a travaillé avec Orson Welles. Et à Robert Mitchum pour la composition du rôle de Harry Powell. Bon, là j'ajoute, parce que je suis tellement long que je voudrais quand même ne pas l'oublier, que Mitchum dans le film, il est incroyable. Alors là, ça c'est ma parenthèse personnelle. Vous savez que Mitchum avait la réputation d'être l'acteur le plus je m'en foutiste, désinvolte,
et sans intérêt pour son travail qui existe. C'est le mec qui disait, moi un rôle, vous me dites, c'est en gros d'aller de mon verre de whisky à mon cheval. Mais on sait depuis que ce n'était qu'une réputation, et tous les gens qui ont travaillé avec Mitchum, et je crois que c'est le cas au premier lieu de Charles Laughton, ont témoigné qu'en fait c'était tout le contraire, que c'était le type le plus consciencieux, le plus attentif et le plus respectueux qui existe. Donc que son idée de type comme ça, désinvolte, enfin bon, il y a beaucoup de légendes hollywoodiennes comme ça. Film hors norme, en faisant confiance à Stanley Cortez et à Robert Mitchum pour la composition du rôle de Harry Powell, en dirigeant les enfants non comme des petits singes, mais comme de vraies personnes, en alternant les styles et les figures, en inventant un temps paradoxal, qui est autant celui de la flânerie mythologique que celui du film policier, en se permettant, à travers Lillian Gish, un hommage à Griffith, oui, parce que vous savez que Lillian et Dorothée Gish sont devenues des stars du cinéma dans les films muets, Deux orphelines entre autres, d'un des plus grands cinéastes de l'histoire, de D.W. Griffith. Et donc là, je suppose, moi je connais pas très bien la carrière de Lillian Gish, mais ça faisait des années qu'on ne l'avait pas vue au cinéma. Lillian Gish, c'est celle qui interprète Miss Cooper à la fin du film, pardon. En dirigeant les enfants non comme des petits singes, mais comme de vraies personnes, en alternant les styles et les figures, en inventant un temps paradoxal qui est autant celui de la flânerie mythologique que celui du film policier, en se permettant à travers Lillian Gish un hommage à Griffith et au début du cinéma, Laughton réussit en un sens le premier film cinéphile entre guillemets du cinéma, à la fois très cultivé et totalement innocent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À la fois art adulte et du côté de l'enfance. Alors moi, ce qui m'intéresse énormément, j'aime beaucoup cette phrase de Daney, réussi en un sens le premier film cinéphile du cinéma, parce que on trouverait à de très très nombreuses reprises chez lui l'idée qu'en gros, il n'y a rien de pire pour le cinéma que de devenir cinéphile. Qu'il n'y a rien de pire qu'un art qui s'enferme dans des références à sa propre histoire. Donc là, ça m'intéresse énormément que dans la dernière étape de sa vie, à la faveur, grâce à ce film-ci, et peut-être seulement grâce à ce film-ci, il renverse ses propres valeurs. Moi, je pense que ce film, vraiment, pour lui, a opéré vraiment une sorte de réconciliation impossible jusque-là, ou de renversement. Bon, réussi en un sens, le premier film cinéphile du service cinéma, à la force à cultiver, totalement innocent. C'est sans doute pourquoi La Nuit du Chasseur, qui n'eut à sa sortie qu'un succès d'estime, ne deviendra que progressivement le film phare qu'il est aujourd'hui. Très peu de films, en effet, donne ce sentiment de se situer à la fois en amont et en aval du cinéma et d'en dominer toute l'évolution. Voilà. J'en ai un peu fini avec ma présentation. Je pense qu'elle était un peu longue. Et maintenant, je serai... Bon, elle a dit quand même 2 ou 3 choses sur le film. Maintenant, j'ai 2 ou 3 choses aussi à dire sur le film même, mais je serais ravi de discuter avec vous. Bonsoir. Moi, je l'ai vu il y a peut-être 50 ans. Donc j'avais... Mais ne dites pas que vous l'avez vu à la sortie, parce que je ne croirais pas. Non. Parce que 56, c'était il y a 70 ans. Et je me rappelle d'une scène en particulier, c'est quand il fait sa démonstration, Mitchum. Avec les mains avec les 2 mains. Ouais. Et cette scène, elle m'est restée, je l'ai retrouvée avec plaisir. Oui, moi, il y a des plans que j'ai beaucoup aimés. D'ailleurs, c'est très drôle, si je peux vous interrompre. Ouais. C'est très drôle parce qu'il fait cette démonstration qui est très célèbre. Et quand il propose à Lillian Gish à la fin de la lui refaire, elle réagit comme si elle avait vu la scène avant, ouais. Et qu'en gros, ça ne l'intéresse pas. Enfin, c'est assez malin, je trouve. Oui, enfin, alors, non, moi, j'ai beaucoup aimé aussi les plans des animaux qu'on voit sur le... Il y a un plan successif, il y a un crapaud, il y a une tortue, il y a un renard. Je trouve ça très beau, vous parliez d'esthétisation. On fait une référence à Barbe Bleue, explicitement dans le film. Ouais. J'ai aussi pensé au Petit Pousset, tout bonnement, le Petit Pousset qui sauve de l'ogre. Là, c'est pas un ogre, sa fratrie, c'est juste sa sœur, mais ça m'est revenu comme ça. Et une scène que j'avais oubliée, qui m'a surprise, que j'ai trouvée très belle, c'est quand John ne supporte pas de voir le prédateur plaqué au sol. Il revit la scène qu'il a vécue avec son père. Là, la scène est trop forte pour lui. Il va prendre la défense de ce prédateur, serial killer, etc. Et cette scène, je l'ai trouvée très belle et surprenante. Ouais, voilà. Moi et elle m'interroge aussi. Voilà. Alors, moi aussi, je suis content que vous en parliez parce qu'elle fait partie des choses qui m'ont complètement sidéré. Et moi, je la mets en rapport, enfin, si je puis dire, avec un autre moment qui intervient quelques minutes avant et qui est là, enfin... Je pense qu'on sera d'accord parce que, comme disait parfois Dana, il faudrait être une bête pour pas être ému,
il disait à propos d'un autre film, c'est le moment où Mitchum chante dehors et où Lillian Gish reprend le même chant. Alors que l'un et l'autre sont censés n'avoir rien en commun, mais un duo, une sorte de superposition. Je parle de ça parce que là aussi, c'est une sorte de superposition qu'il est question dans ce moment dont vous parlez. Qu'est-ce qui se passe dans le moment dont vous parlez ? Moi, je dirais, alors, d'un point de vue narratif, si je puis dire, le petit garçon est en train de revivre la scène qu'il a vécue avec son vrai père, et cette scène, lorsque son père est arrêté au début et plaqué au sol, et cette scène est restée traumatique pour lui. Donc on peut se dire que tout simplement, il a une espèce de réaction comme ça face à la répétition d'un trauma. Mais en même temps, ça introduit aussi quelque chose que j'avais totalement oublié, et je dois dire que j'ai pas du tout vu voir venir en revoyant le film, qui est que dans le dernier mouvement du film, le personnage de Mitchum n'est pas sauvé, mais en tout cas, il n'est pas totalement condamné, puisqu'il va faire l'objet de tentative. Vous avez l'air perplexe, mais il a fait l'objet de tentatives de lynchage, mais on l'évacue quand même. C'est-à-dire qu'en gros, à ce moment-là, le film prend d'ailleurs à ce moment une signification presque politique, c'est-à-dire que ce que dit le film, c'est qu'ok, lui, c'est vraiment un salopard, mais il y a pire, d'une certaine façon. Il y a cette populace, d'ailleurs que Fritz Lang a... Enfin, ça pourrait nous ramener aussi à Fritz Lang, mais peu importe, qui veulent lyncher. Et j'aime beaucoup cette idée que ce personnage qui, au début du dernier quart du film, est vraiment insauvable, est quand même un tout petit peu sauvé. Un tout petit peu sauvé, ou en tout cas, il n'est pas totalement condamné. Par ailleurs, ce moment dont vous parlez, où le petit garçon ne supporte pas, permet aussi de résoudre un problème très très simple. Et là, le film est remarquablement à la fois, je dirais, efficace et intelligent, tout ce qu'on veut. C'est la question de l'argent. Puisqu'il se projette, je crois, sur l'offre avec la poupée, et que c'est une façon de nous dire que l'argent, en fait, depuis le début, il ira à personne, cet argent. On ne sait pas à qui il va, cet argent, au bout du compte. Parce qu'on pourrait penser qu'ils vont le retrouver, et puis ils vont servir, je ne sais pas quoi, à ouvrir un hospice pour les... Vous voyez, en fait, c'est une manière de dire, c'est pire que le MacGuffin d'Hitchcock, c'est-à-dire que cet enfant, cet argent, ne sert absolument à rien. Bon. Oui ? Non, on était en train de discuter. Donc, cette fameuse scène là où il arrive avec la poupée qui jette l'argent, il y a aussi cette phrase de « c'est trop pour moi, papa ». Oui. Donc, en fait, c'est ce moment où, en fait, au-delà du traumatisme, il y a ce côté de « je me libère », ce qui lui permet de redevenir enfant, de retrouver son statut d'enfant et plus d'adulte. Parce qu'en fait, après, on le voit à Noël comme un enfant. Donc, c'est le moment où il retrouve ce statut d'enfant, il se libère de son père et du fardeau qu'il a porté. Et la deuxième scène, là sur le duo, alors nous on l'a plutôt interprété comme elle rajoute Jesus dans le texte. Ouais. Donc quelque part, on a aussi ce côté où en fait elle reprend la main, elle le corrige parce qu'elle lui dit ce n'est pas un vrai pasteur, et elle reprend aussi cette main sur la connaissance du texte et sur la façon dont les paroles en fait bibliques, elle utilise, on va dire à bon escient, ont été perverties, mal manipulées par lui, et quelque part plutôt qu'un duo, elle corrige en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a vu. Ah non, mais moi, un côté correction du voilà. Oui, mais c'est magnifique ce que vous dites, je suis absolument d'accord. D'abord, je n'ai même pas besoin d'être d'accord parce que je ne détiens pas du tout la vérité sur le film. Non, c'est absolument juste. Moi, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup aimées dans le film, pas du tout pour des raisons évidemment religieuses, mais je me souvenais pas du tout non plus que... Parce que on pourrait s'attendre à ce que lui étant une figure... on pourrait s'attendre qu'après tout ce travestissement de religion qu'il incarne, on pourrait s'attendre à ce que les enfants débarquent dans un milieu où il n'est pas question de religion, justement, pour faire le... Et non, il est toujours question de religion, la Bible est toujours là, et d'ailleurs, lorsqu'elle commence à lire la Bible, John sort, parce qu'il se dit, ça va repartir, voilà. Et non, donc j'aime beaucoup cette idée qu'ils sont l'un et l'autre d'une certaine manière sur le même terrain. Je trouve que c'est vachement... Plutôt que d'opposer des valeurs qui seraient... vous voyez, j'aime beaucoup... Non, mais vous avez absolument raison, elle rectifie les paroles. Mais c'est vrai que d'un point de vue strictement sonore, il y a quand même le moment où ils chantent ensemble, à distance, c'est magnifique, parce que moi je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que sa voix, elle, va passer sur la sienne ? Un petit peu, c'est le cas, mais vous avez absolument raison, mais pas d'une manière, pas jusqu'au point où lui se tairait. Lui ne réagit pas tellement.
Donc il y a quand même un moment où ils sont... Bon. Et quant à ce que vous disiez sur le fait que John se précipitant... pardon, monsieur, je voulais pas... Oui, partager simplement quelques réflexions. C'est la deuxième fois que je le vois. Je l'avais vu en vidéo et j'ai admiré la photographie. Et en regardant le film, j'ai pas pu m'empêcher de voir plein d'échos à des films plus récents ou même des influences auxquelles j'avais même pas pensé. Le plan de la maison au début, quand la mère rentre et que le prêtre est en train d'essayer de faire accoucher les enfants du secret, qui est vraiment le plan de l'arrivée du prêtre dans L'Exorciste, avec une maison ombragée, un brouillard, une lumière. Ça, c'est plutôt le début des années 70, incroyable. 72, il y a vraiment une similitude. Et puis, cette espèce de force du mal implacable qui m'a fait penser à Hitcher, l'autostoppeur de Hitcher, qu'on quitte, mais qui vous rattrape toujours, comme une malédiction. Je ne sais pas si je l'ai vu, ça. Qui est pour moi un écho aussi à ce film-là. Et il y a aussi quelque chose du Shining de Kubrick, dans ce côté prêtre qui devient fou avec des accès de colère violente. Donc j'ai vu plein d'influences. Ça m'a fait écho à plein de films. Et je trouve que c'est quand même un Walt Disney écrit sous acide. Et que c'est pour ça qu'à partir d'un moment dans le film, il y a tous ces animaux qui passent, comme si le petit Pousset avait été... animaux, un peu comme dans un Walt Disney, c'est ça que vous voulez dire? Les animaux, c'est pas le côté acide, c'est le côté... réécrit par Stephen King, voilà. Et avec ce côté passage dans une enfance poursuivi par le grand méchant loup, et avec cette arrivée qui me fait beaucoup penser à Wendy dans Peter Pan, c'est-à-dire cette grande sœur qui va sauver les petits-enfants. Et c'est pour ça que je pense que le film a une force, c'est qu'il a un aspect conte de fées qui nous parle à tous, que ce soit le grand méchant loup ou le petit Pousset. Il y a quelque chose de purement mythologique, c'est un récit initiatique propre à l'enfance, quoi. Ah oui, je suis absolument d'accord, mais moi je dirais pour moi, mais c'est peut-être un regard... Merci à vous, un regard, disons, personnel. Pour moi, l'énorme force du film, mais je ne peux que le résumer d'une manière grossière, c'est que c'est un film qui est sans cesse dans la caricature, et ça passe, voilà. Et il y a des moments de caricature très forts, quand il leur court après dans les escaliers avec les mains comme ça, voilà. Il y a des moments comme ça, le film est sans cesse, et Mitchum là-dessus est incroyable. C'est-à-dire que le film, on pourrait très bien imaginer quelqu'un, un martien ou d'autres, qui disent « mais il joue très très mal ce Mitchum ». Donc on est dans ce film, c'est une farce. Mais moi, ça c'est mon... C'est je un dirais rêve. presque que tous les grands films sont des farces. Ce film, c'est vraiment une farce. Alors, pas du côté des enfants, c'est vrai. Ouais, mais même... je veux dire, lui, Mitchum, moi, je trouve qu'il est incroyable, vraiment. Il est incroyable. Et je reviens à une petite idée que j'avais tout à l'heure. Moi, ça ne m'étonne pas qu'au milieu des années 50, c'est un film... Je vois très bien pourquoi quelqu'un comme Truffaut... qui était un critique génial, a pu passer à côté. C'est un film trop stylisé pour l'époque. Trop. Il y a un côté de John Ford aussi, je trouve, dans la truculence, dans le fait que chacun incarne un archétype. Hein, le vieil oncle, là, le vieil oncle alcoolique qui regarde. Il y a un côté vraiment on est dans une espèce de, dans un cinéma. Ce que dit un peu déjà dans une sorte de cinéma de l'après où chacun. Enfin, c'est pas très facile à dire. Et je comprends que cette caricature ait pu, pour certains, ne pas passer. Voilà. Oui, le film commence par le mot rêve. Et moi aussi, tout le temps, ça fait X fois que je le vois, c'est mon film, celui que j'emmène sur une île déserte, c'est celui-là. J'étais pas bien ce soir et je suis revenue quand même le voir. Et vous allez mieux maintenant ? Mais oui, parce qu'il comble quelque chose en moi, je sais pas quoi, mais bon, oui, parce que ça dit des choses profondément essentielles sur l'enfance, le fait de supporter, effectivement, c'est initiatique, puisqu'on voit ces deux enfants grandir, c'est le lien entre le frère et la sœur. Alors je trouve que sont malmenés quand même la génération intermédiaire. Et là, je suis en train de me dire, il y a quand même quelque chose règlement de compte en rêve, c'est le cas de le dire, contre la sexualité. On a ça avec la vieille dame qui dit, bon, enfant, ces choses-là, c'est fait pour les hommes, enfin, c'est pas les femmes, Dieu a pas fait les femmes pour qu'elles soient dans le désir. Oui, mais la vieille dame, elle en prend pour son grade. Oui, complètement. Parce que c'est elle qui porte toute la haine, toute la vindicte populaire. Après l'avoir défendue, c'est elle... Donc... Oui, elle est parfaitement ignoble, c'est sûr. Bon, on ne parlera pas de la nuit de noces avec cette fille qui est maudite, vraiment maudite
pour le désir qu'elle a pour lui. Donc je ne sais pas trop interpréter ça, parce qu'on est dans un contexte effectivement extrêmement religieux. Je crois que madame, encore une fois, la réponse, c'est madame qui a... Oui, elle va m'aider. Madame, elle va m'aider. Non, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. Le film, je ne vais pas du tout vous interrompre, mais je le fais quand même, pardon. Le film, d'un point de vue sexuel, est très mystérieux. Je trouve. Et moi, je trouve très mystérieux, parce qu'il a tout ce que vous dites, et en même temps, je trouve que c'est quand même un film qui est chargé d'érotisme. Oui. Mais par exemple, on comprend que Mitchum, il est vraiment, au début, quand il voit la stripteaseuse, moi je pensais que c'était faux, qu'ils disent, mais en fait, il a vraiment la haine du sexe. Un amour, c'est pareil, c'est exactement pareil. Enfin, il est dans attraction-répulsion à l'égard du corps féminin. Voilà, mais c'est peut-être aussi l'effroi des enfants face à la sexualité des parents. Enfin, je pense que sur un plan psychanalytique, ce film, il est hyper chargé. C'est une mine. Voilà. Et puis j'ai envie de conclure en disant, il est d'autant plus parfait qu'il est unique dans la filmographie de Charlton. Oui, puis, donc comme on ne peut pas le comparer à un second film ou à un troisième, il est forcément parfait. Mais il n'est pas... Enfin, moi, je suis d'accord. Oui, et puis par certains côtés... non, je pensais à ça quand monsieur parlait de... Je dis monsieur parce que je ne connais pas son prénom, pardon, de Shining. Il n'a pas cette... je suis tout à fait d'accord, parce que j'ai revu Shining il n'y a pas très longtemps, qu'un film aussi que je ne connaissais pas très bien. Et effectivement, Nicholson, il est sur la même... Il en y a sans doute pensé, parce qu'il est sur la même note de grotesque, de jouer mal presque, c'est vrai. Mais bon... Kubrick, c'est beaucoup plus... Non, mais de jouer mal, de donner le sentiment de, si vous voulez. Mais Kubrick, c'est beaucoup plus monumental. C'est quand même un film qui n'est pas monumental, je trouve. C'est un film qui, parfois, est monumental, mais qui n'arrête pas aussi de... C'est un petit film, par certains côtés. Souvent, les décors sont nus. J'adore la scène où Alors, je ne sais pas si c'est le bourreau, rentre de l'exécution de Ben Harper. Bon, je pense que c'est grâce à Ben Harper qui a donné l'envie au chanteur de s'appeler Ben Harper, je suppose, et qu'il est dans ce décor, on se croit dans un film de Dreyer, soudain, il se lave les mains, et magnifique, on dirait une cuisine comme on en fait un peu aujourd'hui, vous savez, avec des espèces de vasques comme ça. Et souvent, c'est un film très nu aussi, où il y a très peu de choses parfois, il y a vraiment très peu de choses. Et moi, j'aime beaucoup ce côté comment dire, émuné. Madame, il faut que le micro... Non, mais c'est vrai que, par exemple, le temps que le micro arrive, comment elle s'appelle, l'aînée, Ruby, quand elle regarde Mitchum, et même quand elle sait que c'est un prédateur, le simple fait de l'entendre, tout à coup, elle entre en transe, quoi. Oui, non, alors c'était pour ajouter une autre dimension. Il y a cette fameuse scène quand Ruby rentre et qu'elle avoue qu'elle était avec des hommes. Et là, on s'attendrait presque, vu l'ambiance du film, à ce qui est représailles. Et en fait, il y a plutôt une attitude un peu comme Jésus avec Marie-Madeleine, presque, enfin, le péché est pardonné tout de suite, ce qu'elle confesse comme un péché. Et il y a cette phrase où elle lui dit... c'est la seule façon que tu as de chercher l'amour. Ouais. Donc il y a quand même à ce moment-là un lien qui est fait entre amour et sexualité, en fait, c'est la femme est victime de ce qu'on attend d'elle et c'est pas elle qui le fait, qui est la pécheresse tentatrice. Et du coup, ça renverse aussi un peu ce côté qu'on a au départ quand il lui dit « regarde ton corps de pécheresse », etc., avec cette idée que la femme... est source de péché, alors que là, c'est plutôt elle qui subit le fait d'avoir ce corps, d'être enfermée dans ce rôle, et que pour obtenir de l'attention, en fait, elle lui dit, c'est ce qu'on attend. Donc, et puis, il y a ce côté... C'est le seul moyen que tu connais, elle lui dit. Ça, voilà, c'est le seul moyen que tu connais, et il y a ce côté très... de réaction, pas du tout, de compréhension, quelque part, on disait presque féministe... Du truc de voilà, on comprend, il y a un écho un peu presque féministe dans cette partie-là. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ce qui est très, très intéressant, je trouve, dans son essai de décrire, c'est aussi comment est introduit le personnage. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que le personnage de Lillian Gish, il est introduit dès le départ, vous le disiez, le rêve, elle apparaît, elle domine le film, enfin, disons géographiquement, puisqu'elle est dans le ciel au début, puis il y a cette longue descente. Bon. Mais enfin, supposons quelqu'un qui n'ait jamais vu le film, à ce moment-là, ou qui n'en ait jamais entendu parler, ça c'est un peu difficile, mais on ne connaît pas la fonction que va occuper
plus tard ce personnage. Et quand elle apparaît, et qu'elle recueille les 2 enfants au bord de la rivière, son premier geste est un geste dont on va comprendre ensuite qu'il est un peu joué, de violence, puisqu'elle dit « je vais me prendre une cravache », bon, elle prend une brindille, mais je pense que on est censé se dire que pendant un instant, les enfants se disent « tiens, bah, ça y est, c'est reparti, on passe d'un père fouettard à une mère fouettarde ». Et ça, c'est assez... Et puis ensuite, on voit comment elle lui frotte la tête très très vigoureusement, qui doit aller se cacher là. Bon. Et donc, la manière dont le film négocie, ce qui est très difficile, mais ce qu'on en a parlé à plusieurs, le passage d'une morale à une autre, en gros, et je trouve très, très, très... Parce qu'elle n'est pas tout de suite grand-mère gâteau, parce que sinon, ça n'aurait pas... ce serait peut-être trop facile, quoi. Et donc, les valeurs dont elle est porteuse, je trouve... Enfin, vous l'avez très bien décrit, elles arrivent un peu en... C'est pas linéaire, quoi, parce qu'il y a plusieurs scènes comme ça où... La scène la scène, j'aime bien la scène chez l'épicier où elle dit, justement, Ruby, bon, bah, elle casse des œufs. D'ailleurs, on la verra casser des œufs plus tard, mais ce sera pas à cause de Mitchum. Elle casse des œufs, mais elle s'occupe très bien des petits. Enfin, il y a beaucoup de nuances successives, je trouve. Oui, je veux juste ajouter le fait que la relation à Dieu, enfin, il y a 2 relations à Dieu, enfin, une puissance, c'est celle que Mitchum a avec un Dieu dont il s'arrange et qui est un Dieu vengeur, un Dieu de l'Ancien Testament pour aller vite, et puis Jésus qui est celui du Nouveau Testament dans l'histoire, hein, qui est incarné par cette vieille femme. Oui, et puis il y a cette... avec la figure de Jésus dont la dame parlait tout à l'heure. Et puis il y a cette confusion. Alors moi, je suis nul en histoire religieuse. Voilà, il y a cette confusion qui revient à plusieurs reprises et qui d'ailleurs même à un moment, Liliane Guiche lui dit « oui, t'as raison, c'est la même histoire en gros », entre effectivement la naissance de Jésus et Moïse. Donc là, il y a sans doute effectivement, pour ceux que la religion intéresse, et dans ce que vous dites sur le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y aurait sans doute des choses à creuser. Il n'y a pas que des moments abrupts, en fait. Justement, il y a ce long mouvement comme ça, continu, qui se prolonge sur l'eau et qui, pour moi, vient s'opposer à la verticalité de cette scène terrible. De la voiture. Oui, voilà. Avec cette figure échevelée, en fait, ses cheveux comme ça au vent, enfin, elle fait très Ophélie en fait. Hein. Pour moi, c'est une sorte d'Ophélie un peu mûre, d'âge un peu mûr comme ça, avec ses longs cheveux blonds. Ça fait très très pré-raphaélite en fait, d'une certaine manière. Et cette scène en fait où en fait c'est un peu la mort qui imite la vie. Parce qu'elle est très, c'est une scène très saisissante en fait. On est saisi et c'est un peu, enfin, elle est presque vivante en fait. Tant la scène nous saisit, nous empoigne presque. Et en même temps, il y a cette espèce d'ambiguïté, de frontière sur l'eau comme ça entre la vie et la mort que je trouve très 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 beau, très réussi. Et ça m'a fait penser à l'œuvre de Bachelard en fait, hein, avec toute cette réflexion sur l'eau, euphémisante, une version euphémisante de la mort en fait, ce glissement de la barque sur l'eau qui évoque bien sûr Charon. On est en fait vraiment sur un seuil en fait, on est toujours sur le point de franchir un seuil, celui de la frontière entre la vie et la mort en fait. Moi c'est ce mouvement-là sur l'eau qui m'a complètement fascinée. Voilà. Mais vous avez raison, effectivement, enfin, vous l'avez dit, l'apparition de la voiture sous l'eau prépare la fuite. Oui, c'est vrai. Donc c'est un film qui fait mais c'est vrai que c'est un film qui fait du bien. Enfin, c'est vraiment la remarque la plus con de la soirée de très loin, mais non, mais je veux dire, c'est parce que le film n'est pas grave. Il est parfois, il est un peu à l'image de la voix de Mitchum, qui a la voix très grave, mais on voit qu'il a été chanteur dans Mitchum, le film n'est pas solennel du tout, je trouve. Et pourtant, il raconte des choses. Il n'est pas solennel, il a un côté, moi ce que je trouve, c'est une farce. Il a un côté, quand il court après, ou même quand il tombe dans les marais, là, enfin dans les espèces de trucs pour les poursuivre, c'est toujours. Et puis, sans compter le truc le plus, ça c'est totalement génial et le monsieur est parti très Walt Disney. Quand il hurle après s'être fait tirer dessus, en sautant comme à mon avis, bon, il est doublé, ça c'est sûr, en sautant comme un cabri partout,
C'est très, 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 très étonnant. Et effectivement, sur la virilité, il y aurait des choses, puisque vous disiez le côté féministe peut-être, sur la virilité, il y a des choses à dire aussi sur le film. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, ils poussent des cris qui sont des cris, ils sont pas virils du tout, quoi. Oui, il y a deux scènes que j'ai beaucoup aimées, c'est quand Mitchum, il prêche au début du film, et les scènes de prêcheurs dans les films américains, j'adore ça. Je pense à un film avec Burt Lancaster. Quand est-ce qu'il prêche au début du film? Ici, avec quand il prêche avec... Oui, non, mais à un moment donné, il travaille dans un champ. Oui, il va prêcher parce qu'il apparaît tout à coup dans une tenue de fermier. Oui, voilà. Et il y a le type qui crache dans le feu. Il y a cette rhétorique du prêcheur que les films américains rendent bien, et je pense à Burt Lancaster. Elmer Gantry. Voilà, c'est ça. Le film de Richard Brooks. J'ai pensé à ça. Alors, et Burt Lancaster est absolument magnifique dans ce rôle. En français, le charlatan. Le charlatan. Ouais, qui était d'ailleurs, incidemment, j'y reviens, Dan n'aimait pas Richard Brooks, mais il adorait ce film, c'est un de ses films préférés. Et c'est vrai que c'est un film totalement Donc c'est une autre référence à la... Et d'ailleurs, c'est un film qui est à peu près dans les mêmes époques, sauf que qui se situe dans la même époque, je pense. Mais là, c'est l'histoire d'un type qui fait carrière de charlatanisme, qui tue pas, mais qui arnaque voilà. Et c'est un très grand film. Ouais. Et tout à l'heure, je disais que je m'étais rappelé d'une scène en particulier, mais je m'étais rappelé aussi d'un autre acteur en particulier. Vous parliez de Lillian Gish, qui avait été oublié et qui réapparaissait, mais c'est Peter Graves. Mission Impossible, bien sûr. Pour ceux qui l'ont en tête, c'est vraiment l'acteur qui a marqué mon adolescence en particulier. Jim Phelps. Et de le retrouver si jeune à contre-emploi, mais par rapport à son rôle dans Mission Impossible, c'était aussi un plaisir de le revoir là. À la même époque, Peter Graves aussi Et alors, si vous n'avez pas vu le film, ça va. Et le traître dans le film de Billy Wilder qui s'appelle Stalag 17 ou Stalag 13, je ne sais jamais. Dans le film de prisonnier, là. 17. Attends, je devrais savoir, mais... non, moi, j'ai été très content de revoir Peter Graves aussi. Bon, et puis toujours, je suis obligé de le dire, la pauvre Shelley Winters, parce que Shelley Winters est quand même abonnée au rôle d'épouse maltraitée, méprisée, de femmes qu'on épouse pour toutes les raisons sauf l'affection qu'on éprouve pour elle. Mais bon. On a passé une place au soleil il n'y a pas longtemps ici. Ah oui, elle est dans une place au soleil, je me souviens plus. La pauvre, c'est elle qui... C'est encore le même type de rôle, mais elle est super. Shelley Winters, elle est très étonnante aussi. Ouais. Je l'avais vu moi il y a 40 ans. Mais alors, je croyais m'en souvenir, mais en fait, je m'en souvenais pas du tout. Donc, c'est parfait, ça. Et si, il y a quand même un truc, je crois, qui n'a pas été complètement dit. Je trouve que le film, il est aussi fascinant par ce côté... comment les adultes sont aux fraises par rapport aux enfants, quoi. C'est vraiment... il n'y a que des adultes qui sont à côté de l'histoire. Il y a les gamins qui suivent leur route, qui ont été complètement, je dirais... minés par ce secret terrible qu'on leur demande de ne pas dévoiler, sur lequel ils se démerdent comme ils peuvent. Et en fait, effectivement, la seule personne qui se tient droite, c'est Lillian Gish, en fait. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. C'est ça. Elle fait quand même exception. Oui, tout à fait. Elle a une exception, mais enfin, c'est ce qu'on a pu dire les uns les autres. Aucun des personnages est très facile à interpréter, en fait. Parce que la place de Lillian Gish, en fait, c'est quoi? Est-ce que c'est là une espèce de grand-mère rêvée qui essaye de... on a l'impression qu'elle a toutes ses brebis autour d'elle, qu'elle essaye de récupérer tout ce qu'elle peut, en fait. Mais justement, elle travaille en pompier par rapport aux conneries que font les adultes, en fait. Mais de ce côté-là, il y a ce moment que peut-être certains l'ont compris, que moi, j'ai pas très bien compris, ça va dans le sens que vous dites, elle emmène tous les enfants faire les courses. Et il y a tout à coup une dame qui surgit et qui dit à une des enfants je sais pas quoi, je vais t'acheter des trucs. Donc, est-ce que c'est sa mère qui a confié à Lillian Gish ou pas? On ne sait pas et on n'aura pas la réponse, mais ça va dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est pas... Voilà, on ne sait pas exactement si c'est des orphelins, si c'est je ne sais pas si c'est l'équivalent d'une nourrice, c'est pas clair. Enfin, oui, parce qu'elle dit aussi, elle sous-entend que... oui, puis quand elle voit un couple qui se marmonne et qu'elle conspue un petit peu le truc en disant ça va me faire du boulot encore, cette affaire. Mais elle le dit avec le sourire. Et elle a aussi une remarque le jour de Noël, quand elle va relever son courrier,
où elle est quand même amère, qu'on comprend qu'il y a quand même plein d'enfants qui sont passés et qui sont ingrats parce qu'ils lui ont pas écrit, mais qu'en même temps elle est contente parce que sinon ça lui aurait montré que même, enfin je sais pas quoi. C'est très rigolo. Non mais ce qu'elle dit est vachement bien, elle dit je préfère à la limite qu'on m'écrive pas plutôt que qu'on m'écrive pour me dire qu'on a réussi dans la vie et que tout va bien et qu'en gros on m'a oublié. Enfin qu'on est passé à autre chose quoi. Ouais. Bon, c'est la première fois que je vois le film. Effectivement, je comprends pourquoi on dit que c'est un chef-d'œuvre. Alors j'ai vu les références directes dans la culture après qui sont venues. Alors j'ai pensé à Tarantino quand j'ai vu le personnage qu'on revoit dans Reservoir Dog avec le couteau là, qui est complètement fou et qui fait vraiment penser à lui. Michael Madsen, celui qui Michael Madsen, exactement. Hein. J'ai pensé aussi à des effets d'esthétique, par exemple Dune de Lynch qui ouvre sur les étoiles, exactement pareil avec ce visage qui parle avec ça. Ouais. Moi j'avais une question, est-ce que le réalisateur ayant fait que ce film-là, est-ce qu'il a fait un commentaire de pourquoi il a choisi ce sujet ? Comment il est venu à cette réflexion de vouloir faire ce genre de film ou... Non, c'est dommage que ce soit la dernière intervention qui permet de souligner mon ignorance, non. Ah bon, bah tant pis. Jusque-là j'étais passé entre les... Non, j'avoue, je sais pas du tout. Je sais même pas du tout pourquoi l'automne n'a pas fait d'autres films, parce que là on est en 56 et il meurt pas tout de suite, puisqu'on le voit... notamment dans Tempête à Washington de Preminger au début des années 60, je ne sais pas quand est-ce qu'il meurt l'automne, mais je ne sais pas en fait. D'accord. Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Parce que c'est vachement particulier comme film. Ouais. Ça en plus ça s'inscrit. Très 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 particulier. Comme dit Danet, c'est ovnique. Faut quand même le. Et j'imagine. Alors nous on le voit avec aujourd'hui, mais j'imagine qu'en plus à l'époque ça devait être encore plus ovnique du coup. Je pense que cette rencontre que j'essaie de décrire tout à l'heure, dont Danet parle aussi, c'est le récit mythologique et le récit policier, mais qu'on pourrait aussi décrire comme la rencontre entre la série B et le film d'art, qu'il est aussi, et sans doute quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, et puis de toute façon, c'est beaucoup plus facile de voir les films avec le recul, par définition, je pense, mais c'est une rencontre qui, voilà, nous est plus évidente ou moins insolite. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a dans ce film la série B est quelque chose que la cinéphilie a beaucoup mis en avant, mais en général, justement parce que la série B, elle recèle il y a des effets d'art dans la série B, il y a des inventions esthétiques, mais qui en général échappent au premier regard. Or là, quand même, les intentions esthétiques, si je puis dire, elles sont très marquées, elles sont magnifiques, mais elles sont très marquées. Un film qui commence par les étoiles, ce plan dont je parlais dans la chambre où tout à coup la caméra, comme si la chambre était devenue une église, enfin plein d'autres moments, des surimpressions qui sont, des sons enchaînés qui sont extraordinaires, les ombres chinoises, les animaux qui apparaissent, voilà. Donc ça c'est très très particulier. Il y a un côté un peu expressionniste. Enfin moi ça m'a fait penser à l'aurore un peu. Un petit peu dans l'esthétique. Un petit peu. Donc c'est bon. Moi c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'en effet, le spectateur de la fin des années 80, lorsque où nous disons est beaucoup plus à même d'accepter un film comme celui-là, alors qui avait plein de références et qui depuis est devenu une référence, donc qui baigne dans une espèce de, disons, en amont et en aval de la culture, comme disait Danet, que lorsqu'il est sorti. Bon, et puis aussi on voit, alors on dit souvent que tous les films réalisés par les acteurs sont intéressants. Là, c'est le cas. Mais je sais pas, peut-être qu'à l'époque, voilà, l'Automne, Charles Laughton, qui en plus était un personnage assez particulier, parce que c'est quelqu'un qui a souvent quand même... c'est un acteur totalement génial, mais qui a souvent interprété plutôt des rôles très ambigus, des rôles de méchants, des rôles de sadiques. Donc peut-être aussi, tout ça a pu jouer, pas seulement, parce qu'il joue aussi, si vous voulez découvrir un peu l'Automne, un des rôles de lui que je préfère, c'est dans le film de McCarey, Ruggles of Red Gap, l'extravagant Mr. Ruggles, que tu as peut-être montré, où il joue un domestique anglais qui est perdu. C'est un film absolument désopilant et génial, un domestique anglais qui est perdu aux cartes par son patron et qui tombe entre les mains d'un Américain et donc découvre les États-Unis, et pour lui c'est évidemment la déchéance totale puisqu'il est le butler anglais dans toute sa splendeur. Donc c'est un acteur génial, mais qui a aussi joué souvent c'est l'acteur un peu... monstre sacré, un peu gros, ça n'a jamais été un jeune premier, Charles Laughton, c'est plutôt l'équivalent Michel Simon ou ce genre de choses. Donc peut-être ça a joué aussi, j'en sais rien. Je connais pas très bien l'histoire du film, j'en suis désolé, mais pourtant je devrais, parce que non, mais c'est un film sur lequel, pour le travail que je mène, je vais devoir m'attarder, mais je connais pas très. Je suis frappé que dans sa petite note, Danet ne cite pas James Agee, parce que James Agee, et je sais qu'il aimait beaucoup, notamment James Agee a écrit un roman, dont moi je n'ai lu que le début, mais le début est éblouissant, qui s'appelle Une mort dans la famille, et Agee c'est quelqu'un de très important. Donc je pense que James Agee a joué sans doute un très grand rôle
dans ce film. Mais je ne sais rien, j'avoue, de qui était l'automne, qu'est-ce qui a pu le conduire vers ce type de film. C'est très... Et je ne sais même pas, d'ailleurs, d'un aide et un succès d'estime. Je dirais même pas que c'est l'échec du film qui l'a convaincu de ne pas en faire d'autres. Je pense pas. Parce qu'il a échoué, enfin, il a pas marché. Enfin, ça n'a pas du tout un film qui a beaucoup marché à l'époque, mais bon, c'est manifestement pas un film qui a coûté énormément d'argent, donc voilà. Bon. Donc je n'ai pas de réponse, ce qui m'empêche pas d'être bavard, mais je n'ai pas de réponse. Ouais, non, mais c'est un film. Enfin, moi, en plus, je sais pas vous, mais je trouve le début éblouissant. La manière dont ça descend. Et puis il y a un moment que j'ai adoré, parce que j'ai réfléchi en ce moment à... Je donne des cours d'analyse de film et je montre des débuts de films et je voudrais renouveler mon corpus. Et je me suis dit, tiens, là, ça va pas être facile, mais ça peut être intéressant. Et il y a un truc que j'ai trouvé totalement génial. Alors j'aime beaucoup les plans aériens. Alors évidemment, c'est pas des plans aériens comme aujourd'hui. C'est pas des drones, donc ça tremble un peu, mais c'est magnifique. Donc bon, c'est des vrais plans aériens, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a un truc que j'ai trouvé totalement... Enfin, qui m'a dit, waouh, c'est quand des enfants, ce sont des enfants au début, découvrent un cadavre. On n'aura pas de suite, c'est juste... Ça illustre, disons. Et puis il y a la caméra qui avance sur des jambes qu'on voit à l'entrée d'une grange, ou je sais pas quoi, ou de la cave. Bon, on voit le détail un peu gore des souliers qui sont renversés, enfin voilà. Et la caméra avance et elle recule. Et tout le début est fait comme ça, je trouve que ça... C'est-à-dire qu'on atterrit, on remonte, on atterrit, on remonte. Et il y a de très nombreuses reprises dans le film, des brusques changements pas seulement ce plan dans la chambre dont j'ai parlé à plusieurs reprises, mais à plusieurs reprises, Mitchum, tout à coup, il est très près, puis très loin. Enfin voilà, c'est quand même assez éblouissant. Et c'est pas un film intimidant du tout, qui est pour moi quand même toujours aussi important, je trouve. C'est pas du tout un truc qu'on se prend sur le pied, quoi. Une dernière petite bricole. Ben Harper, quand il est en prison, il rêve, et on est encore dans le régime du rêve, puisque Mitchum veut absolument le faire parler au sujet de cette histoire d'argent. Donc cette affaire de rêve, de cauchemar, etc., donc d'inconscient quelque part, c'est partout, à tous les instants du film. Avec des ellipses incroyables, puisque... J'espère avoir bien compris. Ben Harper, il est exécuté, c'est ça ? Oui. Il est pendu, mais en fait, ça passe. C'est-à-dire qu'on le voit en prison. On voit que Mitchum essaie de lui arracher le secret. On voit qu'il veut pas lui dire. Et puis scène suivante, il est mort. En gros, c'est ça. Les enfants chantent et devant ces deux enfants, voilà. Et puis on voit le type, c'est avant ou après, le type qui rentre chez lui, qui a deux enfants aussi. Et d'ailleurs, moi, à un moment, j'ai cru que c'était les deux enfants qu'il avait. Je sais pas pourquoi. Qui a deux enfants qu'il vient border, là. Mais lui aussi, après qu'il a dit... D'ailleurs, sa femme lui a dit « Ouais, t'es toujours déprimé après une pendaison », ce qui est quand même pas mal comme remarque. Mais lui aussi, il aura droit plus tard à sa réplique, qui quand même, d'une certaine façon, non pas le met du mauvais côté, mais un petit peu quand même, où il dit « Cette fois-ci, celui-là, je vais le pendre avec plaisir ». Ce qui est quand même... Bon, merci beaucoup. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Emmanuel. Et juste dire qu'on te retrouvera tout début juillet pour le dernier film du cycle qui est La charge héroïque de John Ford. Voilà.